Merci de votre confiance renouvelée à DBS Télévision. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de SOS Parents. Ce soir, nous ouvrons notre chapitre consacré à la rentrée scolaire rendue à moins d'une semaine. SOS Parents s'intéresse à la problématique de l'orientation scolaire qui est un sujet de préoccupation pour bon nombre de parents face à la multitude de formations et de métiers. Pas facile d'opérer un choix, conséquence des jeunes qui se retrouvent sans repère après des études. Comment comprendre cet état de choses et surtout comment renverser la tendance? Ce sera en première partie de cette édition. Notre rubrique Mots d'enfant fait un gros plan cette semaine sur la grippe et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent au désarroi face à l'attitude de son fils qui devient de plus en plus rebelle. L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. C'est une citation d'un célèbre philosophe. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'honorer ce rendez-vous sur DBS Télévision tous les mercredis à 21 h. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook DBS officielle. Ce soir, on s'intéresse à l'orientation scolaire. La question est au centre des préoccupations des parents soucieux de l'avenir de leur enfant. Pour en parler, nous recevons M. Isiaka Ndjoupouin. Il est enseignant. Bonsoir, M. Ndjoupouin. Bonsoir, Adi, et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et surtout, bon vent à votre émission qui commence à faire vraiment quelque chose dans la toile. Merci, M. Ndjoupouin. M. Ndjoupouin, quand on parle d'orientation scolaire, généralement, ça renvoie à quoi concrètement? Bien, l'orientation scolaire, en fait, renvoie déjà au choix des filières d'enseignement, au choix des séries d'enseignement et plus tard au choix des métiers à exercer par les enfants. Donc c'est déjà cela, c'est un service qui est instauré dans le système éducatif et qui a pour ambition d'abord d'auditionner les enfants, de pouvoir les orienter en fonction de leurs capacités, de leur aptitude intellectuelle. Quels sont les facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on veut orienter un enfant? Bien, les facteurs qui entrent en jeu lorsqu'il faut orienter un enfant sont nombreux. Le tout premier, c'est d'abord son aptitude, sa capacité intellectuelle à pouvoir répondre à certaines attentes de ses enseignements. Par exemple, on ne peut choisir de faire une série à un enfant qu'en fonction des notes qu'il obtient en classe et aussi en fonction de ses réactions, de ses capacités à réagir face à des difficultés qui peuvent se présenter à lui. Colin Bekatal est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous avez mené une petite analyse sur l'orientation scolaire. C'est un élément que nous allons suivre maintenant. Quel que soit l'équilibre que l'on veuille donner à la conception de l'instruction, la perspective d'un emploi satisfaisant après des études reste une préoccupation majeure pour les parents et leur progéniture. Malheureusement, l'espoir d'une carrière à la mesure du temps, des énergies et de l'argent investis, comme un château de cartes, s'effondre dans bien des cas faute d'une orientation adéquate. L'euphorie de la réussite après son baccalauréat révolu, les néo-étudiants plongent sans repère dans des filières qui ne leur seront plus tard d'aucune valeur réelle sur le marché du travail. Loin d'incriminer des filières en soi, le problème tient peut-être du fossé qui sépare ce qu'on veut faire de ce qu'on est capable de faire. Il est une vérité indémontable. Tout le monde n'est pas apte à faire tout, mais le constat est tel que nombreux sont des jeunes étudiants qui se lancent dans des études d'une filière juste parce que celle-ci semble améliorer le confort du voisin. Sans une réflexion préalable de sa prédisposition à l'exercice du métier en question, celui qui aurait pu être un bon médecin sera sans motivation pris au piège des sciences économiques et scrutant des horizons sombres d'une carrière utopique. Une mauvaise orientation de carrière n'a pas de conséquence que le chômage. Ici, ça fait penser au phénomène de mode, lequel n'est pas qu'une logique du vestimentaire. Sur le sillage professionnel, le caractère éphémère de certains métiers échappe à des jeunes attirés par des métiers sous des projecteurs. Ce qui colore une profession n'est pas souvent le reflet de ce qu'il implique. Le temps et les efforts à y consacrer ne peuvent être mesurés qu'au pied du mur. L'inaptitude et l'inadaptation avec certaines personnalités pourraient rendre malheureux le travailleur et l'exposer au licenciement si au moins il a pu être embauché.
Combien de temps va-t-on garder cet emploi aussi adulé dans le rude univers de la concurrence où rien ne met personne ou presque à l'abri de la porte? Les plus à plaindre sont des parents qui s'impliquent dans les dépenses et se rétractent inconsciemment au moment décisif du choix de la carrière. Le choix de celle-ci incombe bien entendu à l'étudiant, mais non sans un droit de regard des parents. Il n'est pas ici question d'imposer sa vocation à son enfant, mais de s'en préoccuper. Il n'est pas question de prendre évasivement un avis de l'enfant sur son orientation avant et surtout après le baccalauréat, mais de creuser auprès des spécialistes. Et voilà qu'on en vient à une question rhétorique. La compétence des conseillers d'orientation au Cameroun n'est plus à démontrer, mais sont-ils déconnectés des réalités à la lumière de l'état des lieux? Le goût amer après des études sans un travail décent est connu de plus d'un au Cameroun et partout ailleurs. Vous faites bien d'être avec nous sur DBS. L'émission, c'est SOS Parents. L'ambition, c'est de consolider les bons comportements sur le plan de l'éducation et corriger les mauvais. Colin Bekatal, on vient de suivre votre analyse. Sur quel élément avez-vous fondé cette analyse? Eh bien, j'ai fait juste une incursion, aussi incohérent que cela soit, dans le secteur informel. C'est vrai qu'on parle d'éducation, on parle d'orientation, forcément, on ne peut pas, n'est-ce pas, dans notre esprit, en appeler au diplôme. Mais c'était des jeunes diplômés malheureux, entre guillemets aussi, n'est-ce pas, qui essayaient pour devoir entretenir leur quotidien, faisaient ce que devrait faire n'importe qui ne soit pas des étudiants. Alors, avec un peu de discernement, j'ai compris qu'ils avaient un bagage, mais qu'ils ne trouvaient pas satisfaction dans ce qu'ils faisaient. Ils s'en plaignaient d'ailleurs. J'ai donc essayé de me rapprocher et puis quand à leur demander comment se fait-il qu'ils soient les diplômés et qu'ils ne trouvent pas de travail, ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé de commun dans ce que ces jeunes disaient, en passant, c'était pas des jeunes rassemblés, c'était, n'est-ce pas, des circonstances bien différentes. C'est que ce qu'ils ont appris n'était pas en adéquation avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le marché de l'emploi n'ouvre pas des portes, du moins aussi facilement, n'est-ce pas, dans la filière dans laquelle ils se sont investis. Et bien, le reportage t'a si bien révélé. Des questions, bien des raisons que j'évoque sont celles que cela n'est-ce pas, évoqué. Voyez-vous, c'est ça. Quelquefois, il y en a qui étaient sous l'influence des parents, d'autres ont suivi des camarades. Chez d'autres, ils n'ont pas eu le temps d'avoir une certaine maturation de ce qu'ils veulent faire, juste à la lumière du conseil et de petits atouts. Chez d'autres, c'est le voisin qui améliore son confort. Voilà, et qui, a priori, est riche parce qu'il a fait telle ou telle autre filière. Bon, des raisons qui ne sont pas construites sur des socles aussi solides, n'est-ce pas, qui ne sont pas sur des repères fiables pour ce qui est d'une certaine orientation. Et c'est comme ça que j'ai essayé de collecter toutes ces expériences malheureuses pour pouvoir arriver à cette analyse. Vous avez parlé dans votre reportage d'un phénomène de mode parlant d'orientation. Dites-nous un peu plus. Eh bien voilà, c'est une logique qui se vérifie davantage, n'est-ce pas, dans notre secteur, pour nous qui sommes des journalistes. On s'est rendu compte de ce qu'ils sont nombreux. On en a rencontré, moi j'en ai rencontré, qui viennent dans notre métier juste pour faire la promotion de leur petite personne. Ils ne se posent pas a priori la question de savoir si j'ai le profil, je suis apte à faire ce métier, parce que tout métier, tout comme le nôtre, impose un schéma de pensée, un schéma de caractère. Et nous ne sommes pas prédisposés, nous ne sommes tous pas prédisposés, n'est-ce pas, à de mêmes aptitudes. Alors, il y en a qui viennent, j'ai rencontré des jeunes stagiaires, n'est-ce pas, notre rédaction, qui disent « Je suis là parce que je veux être vu, parce que mon papa aimerait que je sois vu, je sois connu. » Bon, ça, ce sont des métiers entre guillemets à la mode. Il y a beaucoup d'autres comme ça qui mettent des gens sous des projecteurs. Le souci d'apporter, je disais, une certaine amélioration, un certain ego, d'entretenir un certain ego fait que le jeune se lance dans une orientation d'une chose qui ne lui sera concrètement pas bénéfique. Une chose pour laquelle
il n'a pas réfléchi sur sa prédisposition, sur son aptitude, sur sa capacité, n'est-ce pas, d'endurer, sur sa capacité de supporter des éventuels écueils, n'est-ce pas, qu'il rencontrera. Et puis, il arrive malheureusement que cela se trouve voué à l'échec, à la perdition. La question est sur la table de SOS Parents ce soir et avec le concours de nos invités, de nos experts, nous allons tenter de déchiffrer la question. Colombe Katal, merci. Merci. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, nous y serons. Merci. Monsieur Ndjoufouin, la question de l'orientation scolaire reste quand même une gageure. Qu'est-ce qui fait problème? Bien, ce qui fait problème, a priori, est basique. Il faut aller creuser dans l'histoire de la colonisation de nos pays pour trouver le problème de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, les enfants adoptent ou bien optent pour telle ou telle filière, telle ou telle série, par simple mimétisme, pour avoir vu tel faire ou pour répondre aux attentes du parent qui veut faire absolument de lui, qui veut, comment je vais dire, réaliser ses rêves personnels sur la tête de son enfant. Ça fait que l'orientation aujourd'hui ne répond plus exactement au canon qui devrait permettre de donner, d'orienter, d'indiquer une filière à un enfant en fonction de ses capacités intellectuelles et psychologiques. Donc aujourd'hui, le problème de l'orientation scolaire se pose avec acuité et fait que nombreux sont les enfants, comme l'a dit votre reporter, qui sont dans le système D. Ils sont dans la débrouillardise. On prend ce qui vient, on prend ce qui sort. Parce qu'on est allé à l'école sans orientation. Depuis la base d'ailleurs, depuis par exemple la classe de 6e, on fait tout. Dans les pays développés, dès la classe de 6e, on a déjà une orientation. On sait tel enfant sera mathématicien, tel enfant sera architecte, tel autre sera, etc. Dès la 6e, il y a déjà l'orientation. Mais chez nous... Mais est-ce que les parents sont bien informés sur la question de l'orientation? Est-ce qu'ils prennent même cette question au sérieux? Je vous dirais, certains parents sont au parfum de l'existence de l'orientation scolaire. Cela existe dans des établissements publics où des personnels sont affectés, 5-6, en fonction de l'effectif de l'établissement, et qui prennent rendez-vous avec les parents, les enfants, etc., pour leur donner des canons, des orientations, des canevas à suivre pour une école réussie. Mais l'inquiétude, en général, c'est dans les établissements privés. Bon, dans les privés confessionnels encore, le système d'orientation existe, mais ailleurs, c'est la grande inquiétude. D'où il est facile de dire à un enfant, l'après-baccalauréat est très difficile. Parce qu'après le bac, on ne sait plus à quel sein se vouer. Le docteur Boris Guéant nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et enseignant en sciences de l'éducation. Vous suivez l'émission de l'autre côté depuis le début. Quel est le moment propice, à votre avis, pour orienter un enfant? La question de l'orientation de l'enfant est une question ou une problématique qui se pose avec acuité dans un pays comme le nôtre qui est relativement jeune par rapport à son histoire moderne et qui demande à la fois qu'on intègre les exigences du développement d'un enfant, mais aussi un ensemble d'atouts qu'il faut pouvoir mettre sur pied pour permettre qu'à différents paliers du développement de l'enfant, qu'on puisse être à même outillé de repérer un ensemble d'aptitudes, de compétences de l'enfant et les encadrer. Donc, si on commençait par exemple l'orientation en classe ou du moins à l'entrée au secondaire, de mon point de vue, c'est déjà un peu tard parce qu'il y a un ensemble d'autres choses qui auraient pu être faites depuis le primaire. Qu'est-ce qui décide par exemple qu'un enfant fasse soit l'enseignement général ou l'enseignement technique dès l'entrée au secondaire? La question, elle est là, elle se pose. Elle se pose et la même question va se poursuivre lorsqu'on arrivera en classe de 3e. Est-ce qu'on va continuer en seconde de général ou alors on va se rabattre au niveau de l'enseignement technique? Et la question va se poser avec acuité quand on devra sortir du secondaire après l'obtention du baccalauréat ou du brevet technicien. Cette question va être
beaucoup plus difficile à résoudre parce que ça devient très compliqué, notamment parce que les choix que l'on fait désormais sont des choix qui doivent nous conduire vers, théoriquement, un métier. Théoriquement vers un métier. Mais ce n'est pas toujours ce qui se fait. Voilà. Et maintenant, vous avez parlé des bases. À quel moment est-ce qu'on doit mettre ces bases? C'est à partir de l'école primaire? Dès la naissance de l'enfant? Dès la maternelle. Enfin, on peut dire au niveau de ça, c'est pour ce qui concerne l'éducation formelle, parce que dans l'espace familial, dans l'espace social, on doit avoir des éléments qui permettent aux enfants de stimuler leurs compétences, de pouvoir, pour qu'on puisse voir à quel niveau cognitif ils se trouvent, leurs aptitudes, qu'on soit capable de les déceler, même si c'est à un niveau moindre, mais aussi qu'on puisse encadrer, qu'on puisse entretenir pour que cela devienne quelque chose a posteriori. Est-ce que d'abord les parents sont suffisamment informés sur la question? La question de l'information des parents est une chose. Oui, il y en a. Il y a un certain nombre qui ont en fait des connaissances ou alors qui s'en inquiètent et qui posent des questions. Mais il y a aussi un certain nombre qui, la société aussi est ainsi faite, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui à la fois ne s'inquiètent de rien et c'est-à-dire qu'ils obéissent au principe de, du moins ils font que les enfants obéissent à un principe qui est très camerounais qui dit le parent a dit va et je va. Voilà. Donc c'est ce que à peu près c'est la situation dans laquelle se trouvent les apprenants en ce moment, parce que oui, il y a les parents d'un côté, mais il y a aussi la société camerounaise à travers son organisation qui devrait pouvoir mettre sur pied des éléments, des espaces, mais aussi développer de la compétence pour pouvoir permettre qu'on n'ait pas des jeunes en déperdition après avoir été, entre guillemets, bardés de diplômes qui théoriquement ne servent pas, qui ne servent pas directement l'individu qu'il a, mais peut-être qui deviennent simplement des tableaux d'ornement. Monsieur Ndjoupouin, est-ce que le problème ne résiderait pas aussi au niveau des études? C'est-à-dire, on a passé tout le temps à orienter les enfants vers les métiers, vers l'intellect, tout ce qui est intellectuel, et puis à mépriser les métiers manuels. Parce qu'on se rend quand même compte que lorsque votre enfant va au lycée technique, c'est quand même un peu, c'est pas toujours bien vu dans la société. Oui, en effet, et je voudrais ajouter de l'eau au moulin du psychologue qui disait que dès la base, on peut déjà mettre les bases. Dès l'enfance, je vais dire, pour ne pas me répéter. On peut déjà mettre les bases d'orientation de l'enfant. En ceci que vous, la maman, vous, le papa à la maison, on voit quel type de jeu, à quel type de jeu l'enfant se laisse aller. On peut déjà déceler certaines capacités, certaines aptitudes, certains penchants de l'enfant et commencer à encadrer ce penchant-là pour les métiers futurs. Je vais me retourner vers vous, docteur. À l'observation, on constate que le violeur n'est jamais assez loin. Il est parfois issu de l'entourage immédiat de l'enfant. Qu'est-ce qui peut motiver un acte aussi abject envers un enfant qu'on a parfois vu naître? La question est difficile de répondre tout de suite. Il faut savoir que lorsqu'on parle de viol, regardons d'abord dans notre société. Dans notre société, la plupart des mariages commençaient comme ça. C'est-à-dire qu'on venait, il y avait un rapt de la jeune fille qui n'était peut-être pas consentante, on l'amenait. Et je pense que même en ce moment, on continue à le faire dans le mariage dans certaines contrées, dans certaines tribus. Donc pour le commun des Camerounais, ça n'existe pas. C'était la toute-puissance de l'homme qui se manifeste sur des personnes qu'on pensait qui n'avaient aucun droit. Même pas le droit d'avoir leur corps. En réalité, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, sans le consentement de la victime est un viol. C'est la définition criminologique, parce que c'est un crime dans les sociétés qui se respectent. Pourquoi nous sommes arrivés à là? La sexualité d'abord était un problème sacré. C'était toujours très caché. Jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des gens qui sont violés ne veulent pas en parler parce que c'est sale, c'est mal vu. Et la plupart du temps aussi, la personne qui est violentée, on a l'impression qu'elle a cherché.
On l'accuse encore doublement qu'elle est à l'origine de ce... Pourquoi elle s'est retrouvée à tel endroit, au mauvais endroit et au mauvais moment. De notre côté, le violeur a se sentant tout puissant qu'il peut faire. C'est là où il retrouve un plaisir sexuel parce qu'il ne peut prendre que des personnes qui ne veulent pas. Une personne consentante, il n'a pas envie. Mais une personne non consentante, c'est là où il se sent très bien, il se sent à l'aise, il sent qu'il peut faire tout ce qu'il peut faire. Le drame du viol est que dans les pays qui se respectent, en Europe par exemple, en France, la plupart des jeunes filles jusqu'à 18 ans, un tiers est violenté. La moitié de ces tiers-là vont vouloir se suicider parce qu'elles n'acceptent pas ce genre de choses, ce genre que quelqu'un ait pu prendre son corps de cette manière-là sans qu'elle ait voulu et une personne à qui elle avait certainement même confiance. Et le drame des violeurs, ce sont des multirécidivistes. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous pardonnez un violeur, c'est que vous avez laissé libre cours au fait qu'il va violenter encore d'autres personnes. N'est-ce pas ce silence des victimes qui conforte ces violeurs? Bien sûr. Est-ce que le véritable problème, notre société, est-ce qu'elle permet qu'on parle de la sexualité? Déjà, il faut que la sexualité ne soit plus un tabou. Vous voyez que même au niveau de l'église, quand on parle de sexualité, on vous dit que c'est pas bon. On ne doit pas en parler. J'avais demandé un jour à une personne, à un pasteur qui me retournait la question pour lui demander que la sexualité du Christ était laquelle. Madame pasteur, vous faites même comment? Elle n'a pas pu me répondre parce que c'était un problème très compliqué. On n'a jamais parlé de la sexualité de ceux qui sont au-delà. Ici, chez nous, on sait que c'est mauvais. Bon, on voit les enfants naître, mais personne ne sait. Personne n'a jamais expliqué la sexualité. Il faut déjà commencer à expliquer ça aux enfants que leur corps est sacré. Nul n'a le droit de toucher leur corps. Si quelqu'un arrive à toucher le corps de votre fille, il faut qu'elle vienne dire aux parents. Parce que c'est la première des choses. Mais si vous ne parlez pas de sexualité à votre enfant, comment voulez-vous qu'en retour, elle vienne vous dire qu'on m'a touché? Elle ne saura même pas utiliser les mots parce qu'elle ne comprend même pas cette histoire-là. Docteur John, je reviens à vous tout à l'heure. Notre deuxième, Colombi Katala, a cédé son fauteuil à notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Micheline Samé. Elle est coach parent. Bonsoir, Madame Micheline Samé. Bonsoir Adi, bonsoir docteur, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous suivez l'émission de l'autre côté depuis le début. Est-ce qu'il est possible pour un parent de détecter que son enfant est victime d'abus sexuels? Tout à fait. Tout à fait, c'est bien possible, mais ça demande l'implication du parent parce que généralement les parents sont absents, on sort tôt le matin parce qu'on va chercher l'argent, on revient le soir, on regarde juste ce que l'enfant a mangé, mais si vous êtes près de votre enfant, vous allez vous rendre compte de certaines petites choses qui ont changé. L'une des choses que je conseille souvent en tant que coach, c'est que l'enfant commence à avoir un regard fuyant. Lorsque votre enfant commence à éviter votre regard, ça doit attirer votre attention. Est-ce que vous connaissez votre enfant? Est-ce que vous regardez la démarche de votre enfant? Un enfant qui a été violé ne marche pas comme d'habitude. Si votre enfant a une démarche un peu bancale, rapprochez-vous. Est-ce que l'enfant est généralement en train d'essayer de frotter la partie de son pubis? Même en jouant, est-ce que sa main va? C'est comme si l'enfant aurait eu un malaise, un traumatisme. Vous comprenez que ça veut dire qu'il faut avoir l'œil sur votre enfant. Il faut connaître votre enfant. Le docteur l'a très bien dit. C'est difficile de venir dire, papa, j'ai été violé, maman, j'ai été violé. C'est difficile. Mais en tant que parent, si vous connaissez votre enfant, vous saurez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelle doit être l'attitude d'un parent face à un enfant détruit, brisé, qui vient de subir par exemple un viol? Comment est-ce que le parent doit s'y prendre? La première chose, c'est de calmer l'enfant. C'est la toute première chose. Il faut calmer l'enfant. L'enfant est au désarroi. Il a même mal physiquement. En plus de ça, il ne comprend pas. C'est quelque chose qu'il n'a jamais. La première expérience sexuelle, plus ou moins, est toujours traumatisante. Même pour nous, les adultes, lorsqu'on se rappelle notre première expérience sexuelle, plus ou moins, c'est traumatisant. Imaginez donc un enfant qui a été forcé, qui a été blessé. La première des choses qu'un parent peut faire vraiment, c'est consoler son enfant, c'est rassurer. C'est rassurer l'enfant. Et quels sont les bons termes? Comment rassurer? En quels mots? Quel doit être le langage sans choquer l'enfant?
Voilà. Toutefois, le choquer. Il y a, en tant que coach, on donne des indications générales et puis chaque parent adapte à son enfant. Les enfants ne sont pas sensibles à la même chose, ne réagissent pas de la même façon, mais en règle générale, il faut calmer l'enfant en lui disant c'est un accident, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais maintenant, c'est arrivé, maman est là, papa est là, on va arranger, ça va aller. Donc, commencez à dédramatiser. Pour lui, c'est déjà un drame. Si vous commencez encore à crier, à paniquer, l'enfant peut même faire un choc. C'est vrai que c'est grave, mais puisqu'il ne connaît pas encore vraiment la portée, vous, le parent, calmez-le d'abord. Et puis maintenant, vous allez l'amener peut-être vers les services hospitaliers ou vers les psychologues qui vont prendre le relais. Mais en tant que parent, il faut au moins que l'enfant sache qu'il a été violé dehors. Mais au moins, quand il est venu à la maison, on l'a accueilli. On ne va pas commencer à dire, toi, tu t'étais d'abord habillé comment, je t'ai toujours dit de ne pas sortir le soir, voilà, lorsque je te disais chaque fois. C'est vrai, mais ce n'est pas le moment de dire ça. En tant que parent, ce que vous avez à faire, c'est calmer l'enfant, rassurer l'enfant. C'est arrivé, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais sache que maman est là, ça va aller. Et dans la suite, avec ses frères, dans l'enceinte familiale, avec l'entourage, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Oui, forcément quelque chose va changer, venant de l'enfant. L'enfant va se sentir différent des autres personnes. Maintenant, c'est aux parents de voir l'enfant à quel âge. Est-ce qu'il comprend la portée des choses? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dire à ses frères que votre soeur a eu un problème? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut gérer entre l'enfant et les parents et la famille, ainsi de suite? Il n'y a pas de règles là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut privilégier l'enfant, privilégier les émotions de l'enfant, la santé de l'enfant. Il y a des enfants qui, très petits, sont déjà sensibles à la honte. C'est pas la peine d'aller dire dans tout le quartier, l'enfant a été violé. Bon, on vient pour compatir, mais l'enfant se sent exposé et puis va se renfermer et plus tard vous aurez un enfant timide. Donc il faut pouvoir équilibrer et s'adapter au genre d'enfant que vous avez. Docteur John, c'est un fardeau que les victimes portent parfois tout au long de leur vie. L'une des façons, comme madame a dit, c'est que lorsque on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain, lorsqu'un enfant a des difficultés, on essaie de lui porter, de montrer son attention, la rassurer et lui montrer qu'on est proche et on est à côté d'elle. La deuxième façon aussi de faire, c'est il faut la réparation. Quand l'enfant voit que le violeur a été puni, elle va se rassurer que je suis protégé. Parce que le drame chez nous en Afrique, c'est que plus quelqu'un fait violence des autres, plus lui on le pardonne. Et c'est le violenté qui reste toujours dans sa souffrance. Et cette souffrance est individuelle. Et il y a des implications futures. Un enfant qui a été violenté, même à l'école, il va se désintéresser des choses auxquelles elle portait attention. Elle va se sentir honteuse. Elle va se sentir différente des autres enfants. Un certain nombre. C'est pour ça que les parents doivent être proches. Comme madame disait, ne pas trop reprocher. Le reproche n'est pas la solution. Et moi, je dis aussi, l'autre, c'est que ces genres de choses-là, il faut porter plainte. Parce que quand on va au niveau de la famille, on va dire que bon, c'est l'enfant de X, c'est le cousin. Non, ça n'a rien à voir. Un enfant a été violenté. Ce monsieur-là pouvait même tuer cet enfant-là. Parce que s'il se rassure, le violeur se rassure que l'enfant va le dénoncer, effectivement, il va lui faire du mal. Mais docteur, dans les cas où le viol se fait sans véritable trace sur l'enfant, c'est parfois la parole de l'enfant contre celle du violeur. Ben, on arrive à retrouver beaucoup de choses. Hein. Un enfant qui a son hymen, on va retrouver que l'hymen a été déchiré. Donc c'est un truc. On fait souvent des consultations gynécologiques, on fait des consultations pour se rassurer que l'enfant n'a pas le VIH/SIDA et un certain nombre de choses. Il y a des preuves qui se passent. Si la personne a éjaculé, on va retrouver les spermatozoïdes et tout le reste là. On a tous les éléments qu'il faut par rapport à ce genre de choses. Et quand le violeur aussi est devant une société, il va avoir honte de ce qu'il a pu faire. Et l'enfant va voir la transformation de cette personne qui était toute puissante, alors qu'elle n'est même pas aussi puissante que ça. Les répercussions sur les victimes sont parfois, et vivent parfois avec jusqu'à l'âge adulte. On a suivi la dame du reportage tout à l'heure. Elle disait avoir peur des rapports sexuels. Comment l'aider à c'est-à-dire à guérir de ce traumatisme? Effectivement, on est violé une fois dans sa vie, mais on subit le viol presque toute sa vie durant. Ça aura des conséquences parce que sur la confiance, c'est une personne qui avait certainement confiance, qui a pris son Benskin le soir pour aller quelque part et puis on la violente, a vu un cousin de la famille ou un membre, quelqu'un qui est proche de la famille qui va lui faire ce genre de choses. La confiance, et comme c'est un homme qui l'a certainement fait,
Bon, parce qu'il n'y a pas que le viol sur les filles, il faut oublier, il faut aussi sur les jeunes garçons, ce qui est encore pire que tout. Hein. Les violences se passent sur les deux sexes. C'est encore pire chez le garçon que chez la jeune fille. La personne se sent va avoir peur même de sortir de la maison, d'un certain confort. Tu vas envoyer l'enfant à la boutique, elle va te dire que je ne peux pas partir et tout ça. Quand tu vas forcer, tu vas même frapper, elle va te dire que non, vraiment j'ai peur et tout le reste là. Il faut que ce langage-là, les parents doivent être proches de leurs enfants, comprendre pourquoi l'enfant qui n'était pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne comme ça. Mais comme nous les parents africains, on aime beaucoup gronder, on n'aime pas beaucoup écouter nos enfants parce que c'est aussi quelque chose, un monde qui est particulier. L'enfant a souvent peur de dire aux parents, il a l'impression qu'on va le gronder et un certain nombre de choses. Apprenons à écouter nos enfants, apprenons à voir leur comportement, apprenons à être proches de nos enfants et ça va beaucoup aider sur beaucoup de choses. Coach Sameh, l'un des plus grands défis de ces victimes, c'est la confiance en soi. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident, mais c'est possible avec un bon suivi psychologique. Maintenant, les parents ont leur rôle à jouer à partir de la maison en rassurant l'enfant. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de ne pas toujours revenir là-dessus. C'est une blessure, comme pour nous les adultes. Si on a eu un traumatisme, on ne va pas revenir toujours là-dessus. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, ça va s'arranger. Maintenant, passons sur autre chose. J'hésite à dire passons parce qu'en réalité, on ne passe jamais. Bon, mais maintenant, mettons des choses là-dessus. Donnons-lui de petits challenges, de petites choses que l'enfant peut faire. Et lorsque l'enfant réussit à faire, hormis le viol, autre chose. Par exemple, je ne sais pas, peut-être c'est une jeune fille, demandez-lui de faire une petite cuisine, si elle est en âge de le faire. Et puis, la moindre chose que l'enfant fait bien, vous encensez, vous félicitez, vous faites comme si c'était un exploit. Finalement, l'enfant va se dire, bon, ça n'a pas marché là, mais je peux si bien faire la cuisine. Et puis petit à petit, ça revient. Donner un autre challenge, vraiment tout petit. Mais à chaque fois que cet enfant fait quelque chose de bien, il faut encenser, il faut grandir ça parce qu'il y a une confiance en soi qu'il faut bâtir. Et quand l'enfant voit son père, vous savez, nous les parents, nous sommes un peu les prophètes de nos enfants. Ça veut dire que si l'enfant fait bien quelque chose et vous lui dites que l'enfant fait mal, il va grandir en sachant que c'est pas bien fait. Même quand dehors, quelqu'un va apprécier, il va dire non, parce qu'à la maison, on a dit que c'est mal fait. Inversement, donc, lorsque le parent grandit ce que son enfant fait, il a confiance en lui qu'il sait faire. Et de fil en aiguille, il fera de mieux en mieux et c'est la confiance qui est rebâtie. Le traumatisme, il restera, mais ça va mettre des choses au-dessus, et puis finalement, ça restera une casserole en fait. Est-ce qu'il est possible de définitivement tourner la page d'un viol? Non, non, ce n'est pas possible. Mais ce qui est possible, c'est de mettre des choses au-dessus pour que ce soit juste un élément négatif de notre vie qui est resté dans un coin. Tout à l'heure, le monsieur qui était là avant disait que à chaque fois qu'il faut reparler de ça, c'est une blessure qui remonte. Ça veut dire que ça ne finira jamais parce que c'est notre physique. On vivra avec. Mais maintenant, il est possible de mettre des choses dessus, bâtir la confiance en soi de l'enfant. Et puis, ça restera un triste souvenir. Mais ça ne va pas hanter son quotidien parce que la vérité, c'est qu'après le viol, il y a une vie. Docteur John, on constate également que les victimes ont peur de prononcer le mot viol. On a vu dans ce reportage, elle était un peu vague, elle parlait d'agression, elle n'est pas allée jusqu'à prononcer le mot viol. Est-ce qu'il y a une psychose de ce mot? Mais disons que chacun y va par rapport à son entendement. Chacun y va avec les mots qu'il trouve appropriés pour définir un choc, un traumatisme, quelque chose qui nous arrive, un accident, comme on peut dire. Parce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et il y a ce qu'on appelle souvent un traumatisme, le stress post-traumatique. Après un traumatisme, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Parce que c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Vous pensiez que vous étiez au-dessus d'un certain nombre de choses. J'aime mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps, mais quelqu'un arrive à vous faire ce qu'il veut alors que c'est votre corps. Alors c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas comprendre. Et le temps de compréhension, ça peut prendre du temps. Comme toutes les blessures à la fin, ça va se cicatriser. Mais quand elle n'est pas vive, ça soulage un peu. Quand on gratte un peu, on voit qu'on n'a jamais oublié, mais le fait qu'elle ne soit pas vive, effectivement, comme c'est un traumatisme qui est arrivé dans la sexualité, la personne va avoir des difficultés par rapport à ses actes sexuels. Ça va toujours rappeler.
Souvent, à partir du moment où vous avez été violenté, quand l'heure arrive, le moment arrive, chaque soir, vous allez recommencer à sentir quelque chose, comme si ça se renouvelle dans votre corps et un certain nombre de choses. Et la confiance à autrui, même à son mari, va être compliquée. C'est pour ça que c'est mieux qu'on en parle. C'est mieux qu'on aille quelque part, là où on ne va pas être jugé. C'est pour ça que nous, dans le domaine médical, nous, on ne sommes pas des moralistes, on n'est pas là pour juger. Souvent, certains parents ne comprennent pas. Vous allez en parler, même, il y a des gens, ils vont vous dire que non, je n'en parle pas, mais chaque jour, il va ressasser le même, chaque fois que vous avez des problèmes. Parce qu'on connaît chez les femmes, hein, vous savez, quand vous confiez à votre ami un certain nombre de choses, le jour où vous l'énervez, elle va dire, tu es venu me dire telle chose, tel jour. Et vous voyez, et chez les jeunes encore, c'est pire. Parce que les jeunes ne gardent aucun secret. À peine vous avez dit à un qui va dire à l'autre un certain nombre de choses. Et cette violence, cette difficulté ne sont pas que pour les mineurs. Chez les adultes encore, c'est pire. Par rapport à un certain nombre de choses. Le viol est un acte, vraiment, c'est un acte dégradant. C'est un acte pour une femme, c'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça qu'en Europe, il est très puni. Et on voit même que la plupart, aujourd'hui, vous allez voir qu'en Europe, lorsqu'on punit les gens, ils marchent même avec des trucs sous les pieds, parce qu'il faut qu'on sache partout où il va ce monsieur-là. Parce qu'on a beau, la prison est là pour essayer de calmer un certain nombre de situations, mais souvent des gens sortent, ils ne sont toujours pas guéris et ils continuent à faire des conneries. Est-ce que la société n'est pas un frein, ne contribue pas à ce que les victimes restent dans leur silence? Parce qu'une fois vous racontez, j'ai été violée quand j'étais plus jeune, vous êtes tout de suite vue comme une femme à problème, comme une femme qui a de la malchance. Est-ce que ce n'est pas aussi la société? Ben, vous savez, en Afrique, échouer est un problème. Réussir aussi est un problème. La plupart des gens qui réussissent sont devenus des sorciers. Celui qui mange à sa faim, il est quelqu'un qui fait certainement des choses. Lorsqu'une femme a une progression, on va dire peut-être que c'est la progression du canapé. Vous savez, en réalité, nous ne savons pas voir des choses positives. Nous interprétons simplement les choses par rapport à notre niveau de compréhension. Les gens ne savent pas que l'effort, le travail, ça peut arriver à donner quelque chose. Au niveau de travail, on peut vous donner une voiture. Hein. C'est-à-dire qu'on vous offre que c'est une voiture professionnelle. Il faut voir les voisins du quartier. Elle était là, elle n'avait pas la voiture. Maintenant, elle a la voiture. Vous pensez que c'est simple? Quand ça a commencé comme ça, les problèmes aussi viennent avec. Mais en réalité, il faut savoir que Freud disait que l'enfant est un pervers polymorphe. Vous savez, nous commençons déjà dès notre enfance à avoir des perversions. Regardez l'enfant quand il tète le sein de sa mère, quand il a les dents. Ce n'est pas lui qui croque le mamelon de la mère. La mère crie, il est tout joyeux, hein, il rit. À l'époque, on voyait les enfants, c'est quand ils sont à l'aise que la mère les prend entre les genoux, qu'ils vont faire leur sel. Heureux comme tout, alors qu'il vous a sali un certain nombre de choses. Mais qui va taper sur l'enfant? Nous commençons nos perversions très très tôt. Alors qu'on nous disait que l'enfant n'est bon. C'est le monde qui le rend mauvais. Mais voilà l'enfant qui a croqué le sein de sa mère. Je ne sais pas si c'est la bonté. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail dans notre société à faire. Et les pulsions sexuelles, c'est quelque chose. C'est une pulsion. C'est-à-dire que le violeur, c'est d'abord un malade. Il ne le fait pas toujours parce qu'il veut, mais il le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. S'il ne part pas avec sa pulsion, lui-même, il va avoir un problème. Souvent, certains sont honteux quand on découvre un certain nombre de choses. Ça montre que, et en médecine, en psychologie, on essaie de les traiter. En essayant de les traiter de façon psychologique ou en leur donnant des médicaments qui font des castrations chimiques. Parce qu'il y a aussi la testostérone qui peut être en grande importance et qui va le pousser à faire quelque chose dont il ne voulait pas. Coach Samet, une fois adulte, on constate que beaucoup de victimes se lancent dans des associations de défense des droits des femmes ou des enfants. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cet engagement? Effectivement, vous avez la réponse. Généralement, ça peut arriver que ce soit des gens qui aient fait ce genre d'expérience et n'arrivent pas à l'exprimer. Donc cette façon d'expier, cette façon d'annuler ça, c'est d'aller militer dans des associations où on combat justement ce genre de choses, le viol. Et ça va plus loin. Il y a certaines personnes qui deviennent déviantes sur le plan sexuel. Certaines femmes, par exemple, qui deviennent lesbiennes, quelquefois, il ressort après plusieurs examens que ce sont des traumatismes et des séquelles d'un viol qui aurait eu lieu dans l'enfance.
Donc effectivement, ça peut être ça, mais bon, il faut dire quand même que la plupart des femmes qui font ça, c'est pas parce qu'elles ont été violées. Généralement, c'est des gens qui sont sensibles à la souffrance humaine et qui décident de mettre ce qu'elles ont pour réduire ce pan de violence de la société. Donc c'est pas toujours qu'elles ont été violées. L'éducation commence avec la vie, dit-on souvent. Mesdames, Messieurs, voilà qui nous mène à la deuxième partie de cette émission, le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir, je suis Madame Hélène, mère de 3 enfants. Je me suis mariée il y a 6 ans avec mon partenaire de longue date. Chacun de nous a eu une vie bien chargée. Je suis venue en mariage avec ma fille aînée. Elle a aujourd'hui 15 ans. Mon mari a divorcé de sa première épouse et vit avec ses 2 garçons. Ensemble, nous avons décidé de fonder une magnifique famille et nous en sommes très heureux. Ce qui m'amène à vous écrire ce soir, c'est un problème qui me brise le cœur. Depuis peu, j'ai constaté un rapprochement entre ma fille et son frère, le fils de mon mari. J'avoue n'avoir rien soupçonné au début. Je pensais au contraire que c'était bien pour l'harmonie de notre famille. Mais mon petit garçon de 4 ans a plusieurs fois lancé que les deux s'enfermaient en mon absence pendant de longues heures dans la chambre, leur interdisant l'accès. J'ai questionné les deux qui m'ont rassuré qu'il n'en était rien. Peu convaincu, j'ai décidé de mener ma propre enquête. C'est ainsi que j'ai pu déverrouiller le téléphone de ma fille, c'est ainsi que j'ai pu découvrir à ma grande surprise qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis bientôt 1 an. J'ai confronté ma fille qui a tout avoué ainsi que mon beau-fils. Je les ai blâmés, ordonné qu'ils mettent un terme à cette histoire. Ils ont promis de le faire. Mon beau-fils m'a supplié de ne rien dire à son père qui risque de le renvoyer chez sa mère. Mais depuis, je ne suis pas tranquille de les voir vivre sous le même toit. Dois-je éloigner ma fille ou en parler avec mon mari qui va, j'en suis sûre, prendre des mesures drastiques contre son fils de 17 ans? J'ai confisqué le portable de ma fille et instruit mon petit garçon de la surveiller. Est-ce suffisant pour leur faire comprendre que c'est une relation contre nature? Suis tout le temps angoissée en train de les épier. Nous sommes une famille pieuse, nous avons tout fait pour qu'ils se voient comme frères et sœurs. J'ignore comment cela est arrivé. Aidez-moi à avoir les idées claires. C'est le cri de cœur d'une dame visiblement bouleversée. Monsieur Goumlab, relation amoureuse entre beaux enfants, comment cela est-il arrivé? Je suis pas magicien. En fait... Qu'est-ce qui peut catalyser une telle relation? Je crois d'emblée, on peut percevoir une détresse. Une détresse liée à... La dame peut-être ne le nomme pas, on ne le dit pas clairement, mais on perçoit qu'il y a déjà un gros problème de communication, en fait. Qui est qui? Qui fait quoi? Parce que si on a un mariage précédent, l'autre mariage précédent, lorsque se met ensemble, il y a un minimum qui se doit, une sorte de table ronde où on doit un peu clarifier les données. Malheureusement, la plupart du temps, on saute vite ces étapes parce que on est pris dans moi et mon époux, dans notre amour. On est dans nous, mais on ne perçoit pas ceux qui sont à côté. Comment eux, ils intègrent cette nouvelle relation-là? Est-ce que ma fille accepte déjà mon conjoint comme potentiellement son père? Est-ce que ses enfants m'acceptent moi potentiellement comme la femme de leur père? Il y a ces éléments généralement qui sont dissipés tout autour, mais sur lesquels malheureusement on ne s'accommode pas, on ne clarifie pas. Et c'est parfois malheureusement à travers des événements de cette nature qu'on se dit « Ah, c'est comme si quelque chose a manqué hier ». Mais généralement, ces éléments de communication, ça ne veut pas dire est-ce que tu as mangé, est-ce que tu es allé à l'école, est-ce que ce n'est pas ça communication. Communication, c'est de dire qu'est-ce qui ne va pas, quel est le malaise, parce que l'acte trahit un malaise au sein de la famille. L'acte trahit
un malaise de cette famille recomposée ou reconstituée, je n'en sais, je ne pourrais pas me situer là-dessus. Mais ça trahit un malaise qui n'est pas nommément dit. C'est vrai qu'elle a mis l'élément pieuse, peut-être pour écraser le malaise, mais ça, pour autant, ça n'enlève pas autant que le malaise demeure. Le malaise peut se manifester à travers cet élément, peut se manifester, heureusement, elle n'a pas noté ce côté, par une bastonnade, ou alors par des mots d'une certaine nature, comme genre les mots termites, des petits mots insidieux, qui sont dits, allez, tu n'es pas ma mère, tu peux me faire quoi? Ah, tu n'es pas mon père, c'est le mère de ma femme. Tu vois, il y a souvent ce type de relations toxiques, de communication toxique, qui viennent prendre la famille à la racine, mais à la surface, on prie chaque soir, on fait nos litanies, oui. Bon, mais pour autant, la blessure est là, la plaie est là, il faut la soigner. Il ne faut pas fuir la difficulté. Elle a beau mettre des mesures drastiques. Pour autant, on ne vient pas au centre pour parler du nœud. Le nœud, c'est revenir à la base, c'est-à-dire, qu'en est-il de cette nouvelle famille qui s'est constituée? Qu'en est-il? C'est la première question qui va permettre les autres situations. Maintenant, comment ça a pu arriver à ça? Et ça revient à un des éléments qu'on notait dans le sujet précédent. Là, est-ce qu'on est disponible tout le temps pour être là pour surveiller les enfants? On n'a pas à surveiller les enfants de lundi à dimanche, de 0 à 24 heures. On a responsabilisé les enfants pour qu'ils comprennent la difficulté dans laquelle nous-mêmes nous trouvons, pour qu'ils apportent leur contribution à aérer, à donner de la gratification, de la gratitude, de la bienveillance à la situation qui est nôtre. Parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux sur ce qui se passe. Quand une famille est reconstituée ou recomposée, alors ça fait introduire d'autres variables qui n'étaient pas là au départ, sur lesquelles il faut bien l'entendre pour que ce soit plus sain, plus vivial, plus convivial. Sinon, on se voile les yeux, on se ment à soi-même. Et on va droit au mur. Professeur Modestine Kana, la dame, elle est apparemment chamboulée. Elle a essayé, elle veut à tout prix éloigner les enfants. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas la bonne solution parce que même quand elle les éloignerait, les enfants là se verront si il n'y a pas eu une communication, si on n'a pas rétabli les choses. Bon, ce que moi je vais dire par rapport à ce type de choses, oui, elle est venue avec sa fille et son époux, un garçon. C'est comme si ça pourrait être le neveu de sa femme, de son époux, bien son cousin avec sa cousine et ou sa nièce. Donc on ne va pas tirer dessus que c'est parce que la famille est recomposée. Ça, quand on est dans la famille africaine, on ne vit pas forcément avec c'est pas forcément toujours la famille cellulaire. Il y a souvent les membres des familles et même parmi les enfants, même des parents, c'est-à-dire que les frères et les sœurs du même ventre, comme on peut dire, ça peut arriver. Donc, je pense qu'il faut juste aider les enfants parce que les enfants se sont laissés aller. Mais il faut attirer leur attention. Il faut leur parler et parfois même les punir sévèrement pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont dévié. Parce que moi, je prends une histoire comme ça là dans la Bible. Il y a un certain prophète Élie il était sacrificateur. Et il y avait un autre enfant qui vivait avec lui qui s'appelle Samuel. Mais la mère de Samuel avait prié et l'Éternel lui avait donné l'enfant. Elle est venue laisser l'enfant, mais le petit Samuel grandissait. Il n'a pas fait la même chose que les fils du sacrificateur qui couchaient, la Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes dans le temple et que finalement, ils ont été frappés de mort par l'Éternel. Or, le petit Samuel qui était là n'a pas copié les mêmes habitudes. Pourquoi? Je me dis que le petit Samuel suivait Dieu et suivait son père qui est le prophète. Et certainement que sa maman venait lui prodiguer quelques conseils. Mais Dieu a dit à ce prophète que je vais te punir pour le crime dont tu as connaissance et tu n'as pas agi. Et puis la Bible nous dit même que, excusez-moi de revenir un peu plus, qu'il faut une base à un certain moment pour essayer de justifier ce qu'on dit. Moi je dis il faut punir l'enfant. La Bible dit que celui qui préserve le bâton n'aime pas son enfant.
Et la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge de la correction qui l'en éloigne. Ou bien alors instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera même adulte, il ne s'en détournera pas. Donc, nous ne devons pas nous lasser d'instruire les enfants, de communiquer avec les enfants, de parler aux enfants pour leur expliquer comment ils doivent fonctionner. Parce que parfois, les enfants peuvent juste se laisser aller à la légèreté et puis ça devient une habitude. Et puis moi, je pense qu'elle peut en parler à son mari. Je voulais en venir parce que ils doivent d'abord parler ensemble, les parents. Les parents doivent d'abord discuter de ça ensemble avant d'aller devant les enfants. Avant de corriger, mais les enfants, les deux doivent être corrigés, mais pas forcément séparés. Ils doivent être corrigés et puis on doit essayer de les discipliner et ça peut aller. Monsieur Goumlab, famille recomposée, est-ce qu'il est toujours aisé d'installer une relation fraternelle entre les enfants, c'est-à-dire les enfants des deux partenaires? Avant d'arriver à votre question, je continue un peu dans la lancée de madame. Elle touche un nœud essentiel, qui est celui de la collaboration entre les époux. Mais une collaboration où la femme aura un rôle fondamental à jouer pour réguler l'ensemble. C'est-à-dire, si elle va rencontrer son époux et lui dit, n'est-ce pas ton fils A? Alors je crois que là, elle est en train de... Ça va dégénérer. Oh, si elle part peut-être en disant, il y a une histoire que j'ai entendue, j'aimerais avoir un peu ton point de vue dessus. En fait, commencer comme si elle parlait de l'air. Comme c'était l'histoire d'un voisin qui vit au fin fond de l'Himalaya. Pour essayer, comment tu verrais ça, ça c'est d'abord pour casser en fait, pour que quand il est vous, bon, on ne sait jamais, mais si les choses l'un jour arrivaient peut-être au quartier chez le voisin, toi tu vas voir ça comment. Et là, ça permet de sentir le pouls, en fait, de prendre la température, de savoir sur cette base comment manager. En fait, elle a un grand rôle pour amortir et savoir comment introduire le sujet, parce qu'il faut à tout prix qu'il soit corrigé. Il faut à tout prix qu'il y ait un cadre qui régule. Absolument. Il faut réguler, parce que sinon, ça devient du n'importe quoi à la suite. Donc, c'est pas aisé, pour revenir à votre question, c'est pas aisé. C'est pas du tout aisé parce que ça fait, je te entends à dire, ça fait des histoires qui doivent se mettre ensemble. C'est plusieurs histoires qui doivent faire une histoire. Et plusieurs histoires qui reposent d'abord sur le chef de famille. Ça veut dire, le chef de famille, en allant vers cette dame, elle dit que c'est une relation qui perdurait. Ça veut dire, comment maintenant ils vont reconstruire la nouvelle relation. S'ils ne parviennent pas à bien tisser ces nœuds-là, parce que les enfants ont un défaut, c'est ils sentent les parents. Et ça ne manque pas. Ils sentent les parents. Jouer comme vous voulez, monter comme vous voulez, ils sentent les parents. Et ils aiment toujours tirer le parent pour son confort. Ça veut dire, ah maman, il n'est pas ça. Hein. Ah, mais on fait en guettant, en vous observant, en fait, pour voir, est-ce que vous êtes faillible à tel endroit? Et quand ils ont repéré votre talon d'Achille, alors ils ne vont pas vous louper là-dessus. Donc la question c'est, si avec votre conjoint ou avec votre conjointe, vous savez bâtir quelque chose de fort, de sain, alors ils perçoivent que si c'est uni entre vous, demain ils perçoivent qu'il y a, comme c'est uni, il y a des choses que, il est mieux que pardon, il est mieux que pardon, pour essayer justement d'harmoniser. Et comme je dis souvent, il faut aider les enfants à être autonomes. Être autonome, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est le parole des parents justement de les accompagner là-dedans. Monsieur Goumlab, est-ce qu'il ne pourrait pas, ces enfants, récidiver de par l'attrait de l'interdit? Tout va partir, il peut récidiver qu'on fasse X, qu'on fasse Y. Là, en fait, de mon point de vue, là n'est pas le fond. Le fond, c'est au niveau des parents. Comme on dit, on ne fait pas le cœur de l'enfant. On ne fabrique pas le cœur de l'enfant. Mais le parent a l'obligation de donner le meilleur de lui pour que les choses aillent dans le meilleur sens. Ça, c'est son devoir. Maintenant, il peut arriver, comme madame a très bien évoqué en mettant Samuel en avant. Il y a eu les autres, il y a eu lui. Or, il pouvait suivre les autres qui étaient à côté de lui. Donc, on ne fabrique pas le cœur de l'enfant, mais au moins le parent doit ne jamais se lasser d'accompagner l'enfant. S'il faut, comme on dit, la sanction. Il faut sanctionner pour qu'il sache la limite. Il doit comprendre quelle est la limite. À ne pas franchir.
C'est sur ce, Monsieur Goula, que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci d'être passé sur notre plateau. Professeur Modestine Kana, merci pour votre contribution. Merci Adi, merci pour m'avoir sollicité encore pour que je puisse contribuer pour cette rentrée scolaire et aider les parents à faire quelque chose. Mais si tu permets, je peux résumer rapidement en disant que les parents doivent communiquer, si possible même parler avec les enfants seul à seul, et puis confronter les enfants et essayer d'établir quelque chose à leur dire, parce que si ce n'est pas passé, ça pourrait passer un autre jour, et puis il pourrait avoir d'autres invités à la maison, et puis ça pourrait se passer, il pourrait avoir la famille, les cousins, les neveux, et ça pourrait se passer, ou bien avec nos enfants. Donc en fait, il faut prendre cela avec la maturité, pour aider ces enfants. Et si jamais vous trouvez que vos enfants sont dans de telles situations, c'est vrai, la punition, c'est pour permettre qu'ils ne récidivent pas, mais il faut serrer le cœur pour corriger. Et c'est compris, professeur Modestine Kana, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée. On avait Georgette Jindo à la réalisation, Nicolas Olomotia, il était à la console audio, Dalé Bias, il était à la caméra, Sharifa, elle a assuré le maquillage, Cyril Nantion, la post-production de tous les éléments diffusés dans cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent. Retrouvez la rediffusion de cette émission dimanche à 16h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, s'il prête à Dieu.